Sous le soleil pâle de Verlune, Élodie Merfontaine sommeillait au bord d'un champ. Les autres filles peinaient, leurs bras luisants de sueur, tandis qu'elle, l'air tranquille, laissait danser entre ses doigts un brin d'herbe, comme s'il s'agissait d'un sceptre invisible. Sa mère criait depuis la porte du moulin, jurant qu'aucune fée ne nourrirait une fille si fainéante. Point. Mais Élodie souriait, car dans sa tête paraissait un autre monde, un monde où les mots et les mensonges faisaient tourner les rouets mieux que les mains. Ce jour-là, un convoi royal traversa le village. Des bannières d'or claquaient au vent. Le héros du roi cherchait, disait-on, la plus habile fileuse du royaume. Les femmes se mirent à filer avec frénésie, leurs doigts brûlant de zèle. Élodie, elle, se leva, s'étira et, d'une voix douce et ironique, dit simplement « Eh bien, s'il cherche la meilleure, qu'il me trouve endormi. C'est là que je travaille le mieux. » Le soir tomba sur Vérélune comme un manteau de cuivre. Élodie, étendue sur le seuil de sa chaumière, rêvait encore d'un monde où la paresse serait un art royal. Mais 3 cavaliers s'arrêtèrent devant elle. Leurs armures luisaient sous la lune naissante. L'un d'eux déplia un parchemin scellé du sceau du roi. Elle était convoquée au palais, désignée comme la fileuse miraculeuse dont tout le village parlait. Sa mère, muette de stupeur, la poussa vers eux, tandis que les voisines ricanaient, et au guet qu'elle apprenne enfin ce qu'il en coûte de ne rien faire. Yo, Élodie sourit, non point par courage, mais parce qu'elle savait déjà que les puissants aiment les illusions. Et elle, plus paresseuse que sage, excellait à les offrir. Les sabots frappaient le chemin comme un tambour d'exil. Élodie, assise sur une charrette, regardait défiler les collines dorées. Autour d'elle, le royaume s'étendait, industrieux et fatigué. Des moulins tournaient sans relâche. Des femmes chantaient pour oublier la peine. Le capitaine des gardes, un homme à la barbe grise et aux yeux d'acier, la fixait d'un regard méfiant. « Alors, fillette, on dit que tu fais danser le lin tout seul ?» Élodie haussa les épaules. « Peut-être qu'il m'écoute parce que je ne lui crie jamais dessus. » Les soldats échangèrent des rires nerveux, et le voyage continua, bercé par le bruit des roues et le silence narquois de la jeune fille. Le palais de Verlune surgit des collines comme une illusion blanche. Ses tours fines semblaient flotter dans le ciel. Les lourdes portes s'ouvrirent dans un gémissement d'or et de fer. À l'intérieur, des couloirs de marbre s'étendaient à perte de vue, et partout, des domestiques s'inclinaient, pressés, silencieux. Élodie avançait lentement, laissant ses pas résonner. Chaque écho lui donnait l'impression qu'elle rêvait debout. Quand on l'introduisit dans la grande salle, elle aperçut sur son trône le roi Alaric IV, vêtu d'un manteau de velours bleu nuit, la couronne luisant comme un soleil enfermé. Il la contempla longuement, puis déclara « On dit que tu files mieux que les fées. Prouve-le-moi, et tu vivras dans le confort d'une reine. Échoue, et la geôle t'attendra. » Sous les voûtes de pierre, un serviteur ouvrit une porte sur une salle pleine de lin. Des montagnes de fibres pâles s'étendaient comme des nuages. « Voici ton ouvrage, » dit le roi. À l'aube, tout doit être filé. Le silence tomba, lourd comme un sort. Élodie effleura le lin, ses doigts tremblants d'ironie. Elle savait qu'elle n'avait jamais su faire tourner un rouet. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose de calme naissait, une confiance étrange, née non de savoir, mais de l'idée qu'un mensonge bien tissé vaut parfois mieux qu'un effort sincère. Quand la porte se referma, elle leva les yeux vers la fenêtre où la lune se penchait comme une vieille. Et dans cette lueur froide, elle murmura « Si quelqu'un doit m'aider, qu'il vienne de l'ombre, pas de la lumière. » La porte se referma derrière Élodie avec un bruit sourd, et le silence s'installa comme un animal endormi. La salle n'était éclairée que par 2 chandelles vacillantes. Le lin, entassé jusqu'aux poutres, paraissait une mer blanche prête à l'engloutir. Elle toucha les fibres du bout des doigts, soupira, puis rit doucement, un rire sans joie. « On veut que je file la lune,
murmura-t-elle. Le vent passa sous la porte, soulevant une poussière dorée. Le temps s'étira. La jeune fille s'allongea sur le sol, résolue à dormir plutôt qu'à s'agiter en vain. Mais avant que le sommeil ne l'emporte, un léger froissement la fit se redresser. Au coin de la salle, une lueur bleue vibrait, comme si l'air lui-même se souvenait d'une vieille chanson. De la lueur bleue sortit une silhouette courbée, vêtue d'un châle noir tissé de reflets d'orage. « Tu dors dans la maison du roi !» dit une voix rauque. Élodie sursauta. « Et toi, tu sors des ombres pour m'effrayer !» La vieille femme sourit, dévoilant des dents jaunies. « Je sors pour filer. » Ses doigts ridés se posèrent sur le lin, et soudain le silence prit une autre couleur, celle d'un miracle en train de naître. Le rouet invisible se mit à chanter. Le fil se formait tout seul, mince et brillant, comme un rayon de lune déroulé par le souffle d'une fée. Élodie resta muette, le cœur battant. « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que les paresseux méritent parfois qu'on leur enseigne la ruse, » répondit la femme. Et elle rit, d'un rire vieux comme la nuit. Toute la nuit, Élodie observa la vieille spinner tisser. Le lin se transformait en fil d'argent, souple et parfait. Marat travaillait sans hâte, fredonnant un air ancien. Élodie finit par lui tendre un gobelet d'eau, presque par gratitude. « Tu fais cela depuis longtemps ?» Assez pour savoir que le travail n'est qu'un déguisement de la magie, répondit Marat. Les heures s'écoulèrent. La lune passa lentement derrière les nuages. Quand le premier chant du coq résonna, tout le lin avait disparu. Ne restait qu'une montagne de fils, brillant comme une mer au matin. Élodie, émerveillée, s'inclina. « Que veux-tu en échange ?» Marat sourit. « Juste ton premier mensonge du jour. » Le soleil entra par la fenêtre étroite, dorant la salle. Les gardes ouvrirent la porte et restèrent figés. Là où le lin s'empilait la veille, s'étendait maintenant un trésor de fils argentés. Le roi entra à son tour ébloui. « Par tous les saints !» murmura-t-il. Élodie, debout au milieu de la salle, avait les mains croisées sur son tablier, l'air faussement humble. « J'ai filé, Majesté, comme vous l'aviez ordonné. » Le roi s'approcha, caressa un fil du bout des doigts. « Si tout mon royaume travaillait ainsi, les dieux eux-mêmes nous envieraient. » Élodie baissa la tête pour cacher son sourire, car dans son cœur, elle entendait encore le rire de Marat, comme une promesse. Mais l'émerveillement du roi se transforma vite en avidité. « Si tu as filé ce lin, dit-il, tu fileras aussi ce chanvre royal avant-demain. » Et il fit signe à ses serviteurs. Une autre salle fut ouverte, emplie de fibres rêches et sombres, bien plus dures à filer que le lin. Élodie sentit le piège se refermer. Elle s'inclina pourtant. « S'il plaît à votre majesté, » répondit-elle d'une voix douce. Quand elle fut seule, elle soupira. « Me voilà encore promise à la lune. » Mais la lune, dehors, semblait déjà sourire, comme si une vieille amie l'écoutait depuis le ciel. La nuit revint, lourde et silencieuse. Élodie, seule dans la salle du chanvre, s'assit au milieu des fibres sombres. Elle attendit, retenant son souffle, jusqu'à ce qu'un souffle glacé passe sur sa nuque. La même lueur bleue reparut, et Marat sortit des ombres comme une flamme oubliée. « Te revoilà !» dit Élodie avec un sourire. « Te revoilà, toi aussi !» répondit la vieille, amusée. Sans un mot de plus, Marat posa ses mains sur le chanvre et commença à filer. Le fil naquit lentement, noir et luisant, comme du clair de lune tombé dans un puits. Élodie l'observait, fascinée et craintive à la fois. « N'oublie pas, » dit Marat, « les mensonges se filent plus vite que le lin, mais se cassent plus aisément. » Élodie baissa les yeux, sans savoir si elle devait remercier ou trembler. À l'aube, le roi entra, accompagné du prince Lucien. La salle brillait d'un éclat étrange. Des fils noirs étincelaient comme des rivières d'onyx. « C'est impossible !»
souffla le roi. Lucien, plus jeune et rêveur, regardait Élodie avec admiration. Père, cette fille est un prodige. Le roi hocha la tête, les yeux pleins de convoitise. Le royaume te doit reconnaissance, dit-il à Élodie. Bientôt, tu fileras pour les dieux eux-mêmes. Elle inclina la tête, humble en apparence. Mais en elle grondait une autre musique, celle du pouvoir déguisé en modestie. Elle savait désormais qu'un mensonge réussi ouvre davantage de portes qu'une vérité ignorée. Dans les couloirs du palais, les servantes chuchotaient. Certaines juraient qu'Élodie parlait aux esprits, d'autres qu'elle possédait un secret volé aux fées. Elle passait parmi elles sans les regarder, légère et distante. Lucien l'attendait souvent dans les jardins, sous les ifs sculptés. « On dit que tu caches ton rouet, » dit-il un soir. « On dit beaucoup de choses, » répondit-elle en souriant. Ses yeux cherchaient les siens. Elle y vit la naïveté douce des princes qui confondent la beauté avec la vérité. Mais derrière les buissons, le steward Lysandre observait, silencieux, le regard plein de soupçons. Dans le parfum du jasmin et du mensonge, un piège commençait à se tendre. Le roi fit ouvrir les coffres de la salle du trésor. Devant Élodie, il montra des montagnes de fils d'or brut. « Si tu files le lin et le chanvre, dit-il, file-moi donc l'or. » Le silence pesa comme une menace. Élodie inclina la tête, dissimulant son trouble. « Je ferai de mon mieux, Majesté. » Cette nuit-là, elle revint seule dans la chambre. Le lin, le chanvre, et maintenant l'or. Chaque épreuve l'enchaînait davantage à son mensonge. Elle craignait presque d'appeler Marat, mais la peur de perdre était plus forte que celle d'être découverte. Alors elle chuchota dans le noir. « Vieille amie !» Encore une fois. Cette fois, Marat tarda. Élodie crut qu'elle ne viendrait plus. Puis, dans le silence, une voix monta du plancher. « 3 fois tu m'as appelé, une fois encore, et ton nom pèsera plus lourd que ton fil. » Élodie tressaillit. « Que veux-tu ? Souviens-toi, tout miracle exige un témoin. Quand viendra le jour de ton plus grand mensonge, je serai là pour le voir tomber. » Alors, Marat posa ses mains sur l'or, et le métal se mit à fondre en fils lumineux, coulant comme du soleil liquide. Élodie, les larmes aux yeux, murmura. « Qu'il tombe alors, mais qu'il tombe lentement. » Le lendemain, le palais entier bruissait. On parlait d'Élodie comme d'une sainte descendue parmi les hommes. Les courtisans, incrédules, se pressaient pour apercevoir la fille qui filait l'or. Dans la grande salle, elle se tenait droite, les mains jointes comme pour prier. Le roi la présenta devant la cour. « Voici celle qui transforme le labeur en lumière. » Les dames s'inclinèrent, les seigneurs murmurèrent. Élodie souriait doucement, mais son cœur battait trop vite. Chaque regard d'admiration était une menace déguisée. Dans la foule, Lysandre la fixait, le menton levé, le regard d'un homme qui sait que tout miracle porte son mensonge en germe. Dans les jardins, Lucien attendait, une rose blanche à la main. « On ne t'accorde jamais de repos, » dit-il en la voyant venir. « Le repos est un luxe réservé aux menteurs, » répondit-elle en riant doucement. Le prince rougit, troublé par sa franchise. Ils marchèrent entre les fontaines, le soir tombant autour d'eux comme une promesse fragile. Lucien parlait d'amour, de royaume et d'avenir. Élodie l'écoutait, mais son esprit vagabondait vers la vieille Marat, vers les fils d'or qui ne brûlaient pas. Pour la première fois, elle eut peur non d'être découverte, mais d'être aimée pour une illusion qu'elle ne saurait plus défaire. Lysandre fit venir un domestique tremblant. « Nul ne file sans rouet, dit-il. Cherche la preuve, même dans la poussière. » Il observait Élodie depuis des jours, notant chaque détail, ses doigts trop lisses, ses gestes trop lents. Cette nuit-là, il entra en cachette dans la salle où elle avait travaillé. Le sol brillait encore de reflets d'or. Il ramassa un fil, l'approcha de la flamme d'une torche. Le fil ne brûla pas, mais se dissipa comme une vapeur. « Magie », murmura-t-il, et,
Dans son regard se forma la certitude qu'il tenait entre ses mains le secret du royaume tout entier. Le roi fit venir Élodie devant le trône, entourée de la cour entière. « Par ton art, dit-il, notre royaume a retrouvé sa gloire. » Il plaça sur sa tête une couronne d'or filée, tissée des fils qu'elle avait créés. Elle était si légère qu'elle semblait flotter. Les applaudissements résonnèrent, mais sous le poids du métal, Élodie sentit sa gorge se serrer. Chaque éclat d'or reflétait les visages crédules de ceux qu'elle trompait. Lucien, lui, ne voyait qu'une reine à venir, et Marat, invisible, devait rire quelque part car chaque gloire tissée de mensonges porte déjà son fil de ruine. La nuit du bal, les chandeliers brillaient comme 1000 étoiles domestiquées. Élodie dansait au bras du prince, vêtue d'une robe d'or qui semblait tissée de lumière. Lysandre, tapi dans l'ombre, observait. Il tenait dans sa main un morceau du fil miraculeux. Un seul mot, pensa-t-il, et tout s'effondrera. Mais il se tut, fasciné malgré lui par la grâce de celle qu'il voulait démasquer. Au moment où la musique s'éteignit, Élodie leva les yeux vers la galerie haute. Un souffle glacé passa. Entre deux colonnes, l'espace d'un éclair, elle crut voir Marat la regarder, puis disparaître comme une ombre d'aube, et son cœur se serra. La magie la suivait, même au sommet. Depuis le bal, Lysandre ne dormait plus. Il passait ses nuits à relire les registres, à interroger les serviteurs, à suivre les couloirs où Élodie avait travaillé. Chaque réponse creusait davantage son doute. Il avait vu des miracles, oui, mais aucun miracle n'avait laissé derrière lui des traces si humaines. Pas de rouet, pas d'aiguille, seulement une odeur de cire fondue et d'orage. Une nuit, il s'avança jusqu'à la porte de la jeune fille. Il la vit, dans la clarté de la lune, agenouillée, parlant seule. « Vieille amie, aide-moi encore, chuchotait-elle. Alors il sut, et son cœur, pourtant froid, se serra. La magicienne du royaume n'était qu'une enfant perdue dans ses propres mensonges. Lysandre entra sans bruit. « À qui parles-tu, fille du silence ?» Élodie sursauta, puis se redressa, les yeux larges comme des miroirs. « Je priais, non tu invoquais. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Soudain, la flamme de la chandelle vacilla. Un vent glacé remplit la pièce. Marat apparut derrière elle, le visage plus dur, plus vieux encore. « Tu as promis un mensonge, Élodie, » dit-elle. « En voici le prix. » Lysandre recula, effaré. La vieille fileuse se tourna vers lui. « Tu veux la vérité? Alors porte-la, car elle brûle plus fort que l'or. » Puis tout s'éteignit. La chandelle, le vent, la peur. Ne restait qu'un fil doré, suspendu dans l'air, vibrant entre trois. Au matin, Lysandre fit convoquer le roi. « Majesté, dit-il, la fileuse n'est point une ouvrière, mais une sorcière. » Le roi fronça les sourcils. Élodie fut amenée, pâle et tremblante. « Est-ce vrai ?» demanda Alaric. Elle hésita, puis répondit doucement. « Ce n'est pas moi qui ai filé, mais la nuit elle-même. » La cour murmura. Le roi se leva, rouge de colère. « Mensonge !» Mais derrière Élodie, un fil d'or apparut, suspendu dans l'air, vibrant comme une corde d'instrument. « La vérité, dit-elle, n'est qu'un fil tendu entre deux silences. Et le mien vient rompre. » Le fil se dissipa, et le silence qui suivit valait un jugement. « Enfermez-la, tonna le roi, mais Lucien se jeta à genoux. « Père, laissez-la vivre !» Le roi détourna le regard, partagé entre colère et pitié. Lysandre, lui, restait immobile. Il voyait dans la peur d'Élodie la vérité nue du monde. Les puissants craignent toujours ceux qui savent créer sans ordre. « Majesté, dit-il doucement, elle n'a tué personne.
Elle n'a filé que vos rêves. Alaric hésita. La salle respirait à peine. Qu'on la garde. Mais qu'elle file encore et encore jusqu'à ce que l'or s'épuise. Et Élodie sut alors que son mensonge n'était plus un choix, mais une prison. Dans sa cellule, Élodie contempla la lune par la fenêtre grillagée. La voix de Marat résonna, douce et lointaine. « Tu as filé la gloire, puis la peur. Il ne te reste qu'à filer ta délivrance. » Alors Élodie prit un fil invisible entre ses doigts et se mit à murmurer. Les gardes dormaient. Les chaînes s'évanouirent comme des rêves dissous. Elle marcha hors du château, pieds nus, enveloppée d'un éclat d'argent pâle. Derrière elle, le rouet du roi resta muet pour toujours. Et dans la nuit de verre-lune, la fille paresseuse tissait sa dernière ruse, celle de disparaître avant qu'on ne la comprenne. Élodie marcha longtemps à travers la forêt. Les branches ployaient sous la rosée, la lune pâlissait lentement. Elle appela Marat. Encore et encore. Rien ne répondit. Chaque pas semblait dissoudre un peu du sort qui la liait au palais. Les fils d'or qu'elle portait au poignet se détachaient, tombaient dans la mousse et s'éteignaient comme des lucioles mortes. « Vieille amie, murmura-t-elle, je n'ai plus de mensonges à filer. » Le vent s'éleva, emportant ces mots vers les collines. Elle comprit alors que Marat était partie pour de bon, laissant derrière elle le vide pur où naissent les vérités. Lorsque les cavaliers du roi la retrouvèrent, Élodie ne tenta pas de fuir. Elle les suivit sans mot dire, les yeux fixés sur le ciel gris. Le roi, apprenant sa capture, ordonna qu'elle fût ramenée devant lui. « Tu as fui le don que je t'ai fait, dit-il. Tu fileras désormais la lumière du ciel, jusqu'à ce qu'elle se rompe. » Les courtisans frémirent. Lucien voulut intervenir, mais son père lui imposa le silence. Élodie inclina la tête, résignée. « Majesté, je filerai ce que vous m'ordonnerez, mais sachez, nul ne retient la lumière sans s'y brûler. » Le roi fit vider la plus haute tour du palais. Les murs couverts de miroirs reflétaient la clarté de la lune. « File la lumière, commanda-t-il, et prouve que tes dons ne sont pas sorcellerie. » Élodie, seule, leva les yeux vers l'orbe blanche suspendue dans le ciel. Les miroirs projetaient sur elle 1000 éclats mouvants. Chaque reflet semblait un fil prêt à naître. Elle tendit la main, ferma les yeux et respira. Aucun rouet, aucune magie, seulement sa foi dans le vide. Alors, lentement, la lumière se plia à son geste, dessinant un fil d'argent pur, né de la vérité plutôt que du mensonge. Lucien entra en secret dans la salle. « Tu vas mourir si tu continues, » dit-il. Élodie sourit doucement. « Je ne meurs pas, je me défais. » Le fil d'argent vibrait entre ses doigts, plus fin que le souffle. « Si je cesse, tout s'effondre, » murmura-t-elle. « Mais si je termine, tout sera libre. » Lucien voulut la retenir, mais la lumière gagna toute la pièce. Les miroirs explosèrent en éclats d'étoiles. Quand le roi arriva, il ne trouva qu'un silence argenté, et Lucien agenouillé au milieu d'une pluie de poussière de lune. Au lever du jour, le roi erra seul dans les jardins, là où la tour s'était ouverte au ciel. Un silence nouveau s'était installé. Les paysans disaient que la fileuse avait rejoint la lune, que ses fils d'argent flottaient chaque nuit sur les champs de verre-lune. Lucien garda toujours sur son doigt un anneau tissé d'un de ses fils. Quant au roi, il ordonna que plus jamais on ne force un être à travailler au-delà de son cœur. Et quand le vent du soir traversait le royaume, on croyait entendre une voix douce qui disait « Le vrai miracle n'est pas de filer l'or, mais de filer la paix. » La lune monta, pleine et pâle, au-dessus du royaume silencieux. Dans le vent tiède de l'été, un fil d'argent glissa entre les arbres. Lucien leva les yeux. Le fil descendait vers lui, vibrant d'une clarté douce. Une voix, à peine un souffle, s'éleva. « Ne pleure pas, les fils que j'ai filés ne sont pas morts. Ils tissent encore les songes de ceux qui croient. » Il tomba à genoux, les larmes aux joues. « Élodie ? » « Oui, »
répondit la brise. Et je suis venu filer la dernière illusion, celle que les morts s'en vont. Alors le fil s'enroula autour de son poignet, tiède et léger, et le prince sut qu'elle ne l'avait jamais quitté. Le roi, vieilli, ne dormait plus. Dans sa chambre, il entendait le vent frapper les vitraux comme un murmure de reproche. Une nuit, la lumière se fit douce, et une silhouette d'argent apparut au pied de son lit. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. « Celle que tu as voulu briser, » répondit la figure. « Celle qui t'a appris que la paresse n'est pas faiblesse, mais patience avant la vérité. » Alaric posa une main sur sa poitrine. Élodie, elle sourit. « Tu m'as forcé à filer l'or. J'ai choisi de filer le pardon. » Et d'un geste léger, elle posa sur son front un fil de lumière qui se fondit dans sa peau. Le roi s'endormit, apaisé, pour la première fois depuis des années. Au matin, les habitants de Verlune découvrirent un prodige. Dans les champs, les blés portaient entre leurs tiges des fils d'argent fin, tressés par le vent nocturne. Les femmes cessèrent de filer. Les hommes déposèrent leurs outils. Tous restèrent là, immobiles, émerveillés. Le travail, jadis si lourd, semblait avoir trouvé un rythme nouveau, celui du silence, de la mesure, de la joie simple. On disait que la paresseuse avait enfin filé le plus grand des trésors, un royaume sans fatigue. Lucien monta sur le trône après la mort paisible de son père. Il jura de gouverner non par le travail, mais par la mesure et la bonté. Sur sa couronne, il fit graver un fil d'argent, symbole du mensonge devenu vérité. Chaque année, à la première lune d'été, il allait seul dans les champs, là où le vent chantait encore le nom d'Élodie. « Si je règne bien, » murmura-t-il, « c'est parce qu'elle m'a appris à ne rien forcer. » Et le vent, complice, lui répondait, « Même un fil brisé continue de relier les cœurs. » La nuit revint sur Verlune. Au-dessus du royaume, la lune brillait d'un éclat nouveau. On y distinguait, dit-on, une silhouette féminine assise à un rouet, filant la lumière des étoiles. Les enfants demandaient à leur mère « Est-ce la paresseuse ?» Et les mères répondaient « Oui, c'est elle, elle file encore, pour que le monde ne s'en mêle jamais. » Ainsi, Élodie Maillefontaine, la fille paresseuse, devint légende. Son dernier mensonge fut de disparaître, car les véritables fileuses ne meurent pas, elles continuent simplement à tisser le temps.